Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau dans le centre de formation de Air France et dans cette vidéo, on va voir quel est le matériel médical qui aborde des avions, une question que tout le monde se pose. Alors c'est parti, let's go! Voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans le site de formation de Air France et je suis à nouveau en présence de Vincent Feuilly. Je te laisse te représenter. Bonjour FX, donc Vincent, je suis médecin conseil d'Air France. Et donc dans cette vidéo, on va parler spécifiquement des sacs de secours parce que moi je me suis toujours demandé un petit peu qu'est-ce qu'on trouvait comme matériel médical, qu'est-ce qu'on retrouvait comme sac de soins dans les avions. On avait déjà fait deux vidéos ensemble, notamment une sur la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire et l'autre sur la procédure y a-t-il un médecin dans l'avion. Je vous mets le lien juste en haut. Et donc dans cette vidéo, donc on va parler donc des sacs. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a comme trousse de secours? Alors ce qu'il faut savoir FX, c'est que tu as du réglementaire, c'est une réglementation qui impose le contenu des trousses à bord des avions. Tu as une trousse de premier secours, une trousse pour 100 passagers. Cette trousse, c'est une trousse, la trousse de médecine de famille, c'est-à-dire que dedans, quand tu as une plaie, désinfection d'une plaie, les maux de tête, les nausées, les vomissements, et le matériel pour le personnel navigant de cabine de se protéger, à savoir masque, blouse de protection, les gants, et tout ce qui va bien pour se protéger pour les maladies transmissibles. Ça, c'est la trousse de premier secours que les hôtesses et stewards utilisent sans avis médical. Voilà, donc ça, c'est la trousse qu'on peut avoir tous à la maison en fait et qu'on utilise en fait sur conseil médical qu'on a besoin. Exactement. On peut trouver un petit peu partout, voilà. Et ça c'est réglementaire, c'est obligatoire dans tous les avions dès qu'on a plus de 100 passagers. Exactement. Ok. Non, une trousse pour 100 passagers. Ah, c'est une trousse pour 100 passagers. Oui. Ok, d'accord. Donc c'est un ratio en fait. Ok, d'accord. Ouais. Après, si tu as vu tout à l'heure, il y avait une séquence sur un arrêt cardio-respiratoire. On a un sac de réanimation. Okay. Ce sac de réanimation, lui aussi, il contient le défibrillateur, qui donc est utilisé pour arrêt cardio-respiratoire. Il contient également le matériel pour la ventilation. Oui. Il contient aussi un manuel secourisme et il a dedans un kit diagnostic. Le kit diagnostic contient un tensiomètre électronique, un stéthoscope, un glucomètre et un saturomètre, une lampe et je crois que j'ai rien oublié. Donc le glucomètre, c'est pour prendre le taux de sucre dans le sang. C'est vrai que c'est une mesure qu'on fait très régulièrement parce qu'une des premières causes aussi de malaise, c'est le manque de sucre. Et puis là, on peut dire que dans les avions, peut-être avec le stress de l'aéroport, avec le changement d'horaire, on peut se retrouver assez facilement en hypoglycémie. Pas tant que ça, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc ça fait partie de cette trousse-là. Ouais. Et cette trousse-là, c'est obligatoire aussi dans tous les avions? Tout à fait, c'est obligatoire. Et est-ce qu'on peut dire où est-ce qu'elle est située? Alors c'est un ordre de placement qui est connu par tous les personnels de cabine parce que ce matériel-là, on n'a pas besoin d'avoir l'accord du commandant de bord. Comme c'est du secours immédiat, ils vont le chercher au plus vite. Il y a des emplacements qui diffèrent selon le type avion. Voilà, donc ça dépend du type d'avion, mais Absolument. le personnel, c'est exactement où est ce sac-là. Oui. Et donc ce sac, notamment permet de prendre en charge quelqu'un en arrêt cardio-respiratoire, dont on l'avait vu juste avant. Et l'objectif, c'est que on ne perde pas de temps et qu'on débute immédiatement. C'est géré directement par les hôtesses et stewards. Voilà. Il y a donc un autre sac, c'est ça? Voilà, tu as la trousse médicale d'urgence. Alors là, c'est un contenu médical avec des médicaments. Donc juste, on remarque que la couleur n'est pas la même. C'est-à-dire que là, il est en orange et jaune. Oui. Ça, c'est juste pour que le personnel puisse différencier les Et ce qui est important de savoir, c'est que ce matériel-là nécessite la présence d'un médecin à bord. Ah oui, donc ça, il faut un médecin. Il faut un médecin. Et s'il n'y a pas de médecin à bord, on fait un appel SAMU de Paris. Et le SAMU de Paris donne l'ordre d'utiliser les médicaments qui sont sur prescription médicale. D'accord. Ces médicaments, tu as des médicaments de type. On va faire de la place, on va regarder. Alors vas-y, montre-nous ce qu'on peut trouver dans le sac notamment. Tu as le contenu qui figure ici, là. Tu as aussi bien des matériels, tu as de l'adrénaline, tu as de la trinitrine, tu as du Valium, tu as de quoi poser une perfusion, des antibiotiques, des corticoïdes, de l'adrénaline. Il y a quand même beaucoup de médicaments. Ouais. Tu peux poser une petite perfusion, tu as de quoi mettre une suture. Il y a même clampe de barre pour un accouchement. Il y a même du Loxapac, ça c'est en cas d'agitation. Ça peut servir éventuellement faire une injection en cas d'agitation, ça peut marcher. Et alors, ce qui est important de savoir, c'est que ce matériel-là, c'est pour les vols long courriers. Si tu es à une heure d'une escale de déroutement, tu n'es pas obligé d'avoir ce matériel-là. Air France a fait le choix d'avoir quand même une petite trousse médicale d'urgence pour le court et moyen courrier, où on n'aura pas tout ce matériel-là, mais il y aura quand même un matériel minimum, à savoir, dedans tu vas avoir de quoi poser une perfusion, du G30, du Natispray, de l'adrénaline, du Valium et de la ventoline, qui sont les urgences les plus importantes avant de dérouter. Oui, c'est vrai que c'est les médicaments souvent que nous on utilise souvent le plus fréquemment en fait en urgence qu'on peut avoir besoin, sur la crise d'asthme, sur l'adrénaline. C'est vrai que c'est des médicaments utilisés très régulièrement en SMUR. Et l'emplacement pour ce matériel, en fait, il est sous clé et la clé matériellement, elle est dans le cockpit. C'est-à-dire que c'est le commandant de bord qui donne l'accord pour utiliser la trousse médicale d'urgence parce qu'il y a un médecin qui est présent à bord. D'accord, ok. Et donc l'injection des médicaments
médicaments et la pose de perfusion, tout ça c'est le médecin qui s'en occupe. Tout à fait. Donc après je pense que voilà, ça dépend aussi des médecins, parce que certains qui ont plus de compétences que d'autres pour poser la perfusion. Et on pourra faire même appel à un infirmier si besoin, s'il y a un infirmier qui est présent pour poser la perfusion. Éventuellement, c'est vrai que ça c'est tellement très intéressant, c'est qu'on peut aussi faire appel à un infirmier sur place pour poser la perfusion. Parce que certains médecins sont beaucoup plus dans la prescription et un peu moins dans la gestuelle de la pose de perfusion. Donc ça peut très bien se compléter. Et par contre, on n'a pas de matériel spécifique pour... parce que j'avais déjà eu des rumeurs sur des sondes d'intubation, il n'y a pas de matériel d'intubation. Alors on a quand même un matériel minimum, mais on ne va pas jusqu'à... Parce qu'après, il y a le risque qui peut être quand même lié à l'intubation et il faut quand même être formé pour pouvoir le faire avec les risques que ça peut représenter quand même. Voilà, donc c'est principalement ça. Après, on ne va pas jusqu'à l'intubation, on ne va pas jusqu'à poser des drains thoraciques, faire de la réanimation très poussée. Il y a du matériel quand même qui est assez poussé, mais qui va dépendre de la compétence du médecin qui va l'utiliser. Oui, c'est sûr. Il faut que ça reste logique. Tout à fait. Et donc ce sac, il est vérifié tous les combien de temps? Alors dès qu'il y a ouverture du sac, que ce soit la trousse de premier secours, trousse de bobologie ou ces trousses-là, dès qu'il y a ouverture, c'est ressort et ça va être analysé par nos services qui vont remettre à jour le contenu. Et de même, il y a une étiquette de péremption qui est dessus. Oui, on peut voir expire en... Bon, c'est fictif, hein, c'est du matériel fictif, mais là on voit la date d'expiration, mais on a donc c'est... Enfin, tu as sur le matériel fictif, mais si tu as sur le sac à l'avant la date de péremption du produit le plus court. Et ça, c'est sorti par nos personnels qui vérifient avant de prendre le vol. Et ça, vu que pareil, dedans il y a des aiguilles, il y a des éléments qui peuvent être sensibles sur un avion, j'imagine que c'est en zone sécurisée. Oui, et puis on a toujours partout ces boîtes pour les containers, pour tout ce qui est seringues, aiguilles, matériel biologique et le sac d'asserie qui vont avec. Donc ça c'est une boîte jaune, hein, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est tout ce qui est éviter les objets tranchants piquants pour éviter en fait d'aller se blesser en fait sur une intervention. Et autre particularité que je me demande, parce que moi j'ai jamais eu à faire de consultation dans un avion, et tant mieux, même si bon je fais partie de la communauté of doctors, ça arrivera peut-être un jour, ce que je ne souhaite pas, mais bon ça arrivera peut-être un jour. J'imagine qu'il y a du bruit autour, et ça peut être des fois difficile, notamment avec un stéthoscope, d'avoir une bonne auscultation. Je ne sais pas tes retours là-dessus. Oui, tu as raison, parfois l'environnement est bruyant. Tu as vu que pour une réanimation, un arrêt cardio-respiratoire, le défibrillateur suffit. Tu peux le faire dans n'importe quel endroit de l'avion, ça c'est pas un problème. Mais parfois l'auscultation peut être difficile, mais on est quand même aidé par le saturomètre qui peut aussi participer. Tu as aussi le tensiomètre électronique qui sont des éléments d'appoint qu'on peut avoir. Mais d'avoir une auscultation, un milieu extrêmement tranquille, sans bruit, c'est quand même difficile. Mais tu es aidé par les autres matériels diagnostiques. Autre particularité, est-ce qu'on a une zone particulière où on fait cet examen médical? Est-ce qu'on le fait sur le siège du passager directement, ou est-ce qu'on va dans un endroit plus éloigné des autres passagers? Pour préserver la confidentialité, on va essayer de se mettre un endroit isolé, qui va être un endroit où on prépare les repas, c'est le plus souvent l'endroit qu'on va choisir. Mais il peut arriver que les galets, c'est ça? Les galets, voilà, exactement. Tu as tout entendu. Mais on peut aussi, si on demande à la personne à côté de sortir, qu'on a un entretien avec la personne, avec le respect médical, du secret médical. Ok. Et puis après, si besoin d'un avis complémentaire, qu'on avait déjà parlé dans certaines vidéos, on prend appel avec le SAMU. Et puis exactement. Il peut y avoir un échange avec le SAMU de Paris qui va aider au diagnostic du médecin. Et derrière, il faut garder en tête le déroutement. Est-ce qu'on déroute ou on ne déroute pas un vol? Et juste Vincent, pour terminer la vidéo, une question que je me demandais, est-ce que dans tous les avions, il y a obligatoirement un défibrillateur ou pas? Alors dans tous les avions, il y a un défibrillateur, mais il faut savoir que c'est assez récent. La réglementation américaine l'a rendu obligatoire dans les années 2000. Air France a fait le choix dès les années 2000 de mettre des défibrillateurs sur toute sa flotte. Ce n'était pas le cas au niveau européen. La réglementation européenne a évolué il y a que quelques années, où maintenant toutes les compagnies européennes ont aussi un défibrillateur. Donc maintenant, il y a un défibrillateur sur toutes les compagnies. Oh bah ça c'est vraiment très intéressant. Et juste pour ces sacs là que tu viens de nous présenter, est-ce que pareil, tous les avions ont les mêmes sacs? Il y a une réglementation sur le contenu de tous les sacs, ou est-ce que c'est variable? Il y a une réglementation qui fixe le contenu, qui dépend de la distance que fait l'avion, où tu vas avoir la trousse de premier secours et la trousse qui est plus importante, trousse médicale d'urgence pour les vols qui sont à plus d'une heure d'une escale. Ok, bah vraiment merci beaucoup Vincent, c'était vraiment super intéressant, j'ai appris plein de choses. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, comme d'habitude pensez à mettre le petit pouce pour me soutenir, et moi je vous dis à la prochaine, salut.